Construire une communauté de destin Chine-Afrique, c'est l'axe central du Forum de coopération Chine-Afrique. La rencontre avait pour ambition d'accroître les relations gagnant-gagnant et fixer également un nouveau cap d'accélération de la coopération sino-africaine. Plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains y ont pris part. La Chine prévoit à cette occasion 60 milliards de dollars US pour l'Afrique. Alors, quelles sont réellement les intentions de la Chine pour l'Afrique? La coopération sera-t-elle véritablement sincère? Un partenariat véritablement gagnant-gagnant pourrait donc être attendu. Mesdames, Messieurs, rencontre sino-afrique, nouvelle colonisation ou réelle intention de développement, c'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux personnalités qui s'intéressent donc aux questions à la fois de développement et en même temps géopolitique. Là-dessus, Élisée Héribert Labelle-Adjovi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, internationaliste et écrivain. Merci d'être là. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Laurent Delors-Faton, analyste géopolitique. Merci d'être là également. C'est pour moi le plaisir d'être sur le plateau. Alors, la Chine, on le dit, c'est pratiquement le tiers de l'humanité. Elle promeut le véritable étendard de coopération sud-sud basé sur la sincérité, là on garde les mots, le respect de la souveraineté, l'égalité et la fidélité. Et c'est bien sûr des déclarations conjointes aussi bien des chefs d'État africains qui ont participé donc à cette rencontre, tout comme le président chinois. Pour vous qui avez suivi et qui avez également une pensée pour cette nation, cette puissance du monde aujourd'hui, et quelles sont vos aspirations juste au lendemain donc de cette rencontre? Mais je pense que le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine et le 7e forum en date a essayé de renforcer l'existant, parce que lorsqu'on parle d'une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique, ce n'est pas que de mots. Ce n'est pas que de mots, parce qu'il faut remonter dans l'histoire pour se rappeler que lorsqu'il était question de soutenir la Chine pour qu'elle prenne la place qui est la sienne au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent avec droit de veto, à travers cette résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies, un certain 25 octobre 1971, l'Afrique était là pour soutenir la Chine. Et donc, malgré que la Chine était un pays agricole dans les années 70, la Chine a commencé par aider le continent africain. Et quand je prends un pays comme le Bénin, c'est cela qui a permis que l'on ait le stade de l'amitié, 1 milliard de francs CFA à cette époque. La communauté de destin... Le Bénin n'a pas été le seul à bénéficier de la construction du stade. Je vous parle, je vais donner un exemple sur plusieurs. D'accord. Et donc la communauté de destin également, c'est que lorsque nous étions dans les années 90, une période où il y a eu la chute du mur de Berlin et également l'effondrement du bloc soviétique, où les grandes puissances, notamment les anciennes puissances coloniales, se sont détournées de l'Afrique pour se tourner notamment vers les pays d'Europe de l'Est. La Chine était également là pour soutenir l'Afrique. Et depuis octobre 2000, il y a eu le premier forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Aujourd'hui, 18 ans après, et il est question de renforcer l'existant à travers cette initiative, la ceinture et la route, arrimée au programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, mais aussi ce plan d'action de l'Union africaine à l'horizon 2063. Donc, pour me résumer, je dirais que la Chine et l'Afrique, ce n'est pas que des mots. Quand on parle de communauté de destin, il s'agit de deux zones qui ont un passé agricole. La Chine, dans les années 70, était encore un pays agricole, et les pays africains aussi sont sur ce chemin. Et quand on prend la Chine, c'est également le plus grand pays en développement, et l'Afrique est constituée pour la plupart de pays en développement. Donc pour vous, c'est une bonne initiative, cette rencontre? Naturellement. Delors-Faton, communauté de destin. Dans les années d'indépendance, la Chine et l'Afrique sont partis pratiquement sur le même pied d'égalité en termes de PIB. Aujourd'hui, la Chine est comptée parmi les puissances du monde. L'Afrique est en voie de développement dans sa globalité, et l'on parle de communauté de destin.
Je pense que quand moi j'ai vu les images du sommet Chine-Afrique qui s'est passé la semaine dernière, j'étais un peu déçu. Parce que j'ai vu des chefs d'État courir vers la Chine comme on a toujours fait dans un élan de mendicité. Et que c'est des acteurs politiques, des chefs d'État qui n'ont jamais pris conscience qu'il ne faut pas courir derrière la Chine, mais il faut observer la Chine, observer sa trajectoire et se dire qu'est-ce que la Chine a fait pour être là et qu'est-ce que nous pouvons faire pour être nous aussi là où la Chine est aujourd'hui et les dépasser la Chine éventuellement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si les chefs d'État africains ou bien le continent africain n'a jamais pris conscience que la Chine a fait un parcours. Et aujourd'hui, on voit la Chine comme un Eldorado au niveau de nos États. On voit la Chine comme la manne vers laquelle il faut courir, mais personne ne s'est demandé mais qu'est-ce qui s'est passé rien pour qu'elle soit là. Je suis heureux que M. Adjovi disait tantôt que la Chine dans les années 70 était un pays agricole. Mais aujourd'hui, le Bénin est quoi? L'Afrique est quoi? L'Afrique n'est rien. L'Afrique n'est pas un pays agricole, ni un pays industrialisé. Aucun pays, l'Afrique n'est rien. Nous n'avons aucun axe de développement. Nous sommes toujours là à nous chercher et à courir derrière les autres. Et quand moi je vois et qu'on me dit que nous avons une communauté de destin, je dis non. Nous pouvons à la limite avoir une communauté d'intérêt. Mais le destin n'a pas le même destin. Parce que la Chine a un destin particulier, l'Afrique a un destin particulier. Et chaque continent ou bien chaque peuple doit se battre pour réaliser son destin. Et quand l'Afrique refuse de réaliser son destin pour s'arrimer sur le destin de notre peuple, je dis mais où est-ce que nous allons? Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe, je suis heureux qu'il ait parlé des prouesses que la Chine a fait en Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique a fait en Chine depuis les années 60 à ce jour? On n'a rien fait en Chine pratiquement. Au moment où la Chine vient nous aider, nous nous courons derrière la Chine alors que nous sommes dans une relation dans une coopération bilatérale, je dirais, ou bien multilatérale, parce que la Chine ne collabore pas seulement avec le Bénin, mais avec l'Afrique. L'Afrique qui est un ensemble de pays. Et dans cette relation, c'est de donner et de recevoir. Mais apparemment, nous ne donnons rien. Nous allons toujours recevoir. Et c'est comme si nous avons oublié l'histoire. Les Européens étaient venus en Afrique parce qu'ils avaient des intérêts pertinents en Afrique. Ils sont venus en Afrique parce qu'ils voulaient s'accaparer des biens de l'Afrique. Ils sont venus coloniser l'Afrique parce que l'Afrique était, disons, une manne qu'il fallait quand même, dont il fallait prendre possession. Et aujourd'hui, c'est pourquoi dans l'introduction, je disais qu'on doit faire attention aux expressions choisies. Ici, la coopération sera basée donc sur la sincérité, le respect de la souveraineté, l'égalité et la fidélité. Est-ce que vous ne croyez pas? Il n'y aura jamais sincérité dans une relation diplomatique parce que aucun pays n'a d'amis, les pays ont des intérêts. Et la Chine ne sera jamais sincère avec l'Afrique si l'Afrique n'est pas sincère, si l'Afrique ne s'impose pas à la Chine. Regardez aujourd'hui ce que font les Américains, les États-Unis d'Amérique. Ils sont dans une position, ils ont compris qu'il n'y a pas question de faire à la Chine la coubette. Si vous vous laissez, les autres vont vous piétiner. Et si vous voyez déjà, quand on fait le bilan de la coopération Chine-Afrique, on a déjà commencé à voir qu'il y a des surendettements un peu partout dans certains pays. C'est comme si l'Afrique, volontairement, cherche à maintenant se faire coloniser par la Chine. Parce que les investissements que les Chinois envoient sont des prêts. Et ce sont des prêts à court et à long terme. Et ça veut dire que nous allons hypothéquer, sans le savoir, l'avenir de notre continent, des générations à venir. Et si rien n'est fait, d'ici 50 ans, 100 ans, nous serons là à payer des dettes à la Chine, des dettes que nous ne pourrons pas être en mesure de payer parce que nous n'aurons pas fait le travail qu'il faut pour créer la richesse à l'interne. Delors Faton, je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, journaliste internationaliste. Heribert Abel Adjovi, dans les coopérations internationales, il n'y a pas de sincérité. Non, mais je pense que mon co-débatteur a dit beaucoup de choses et plusieurs choses à la fois. Parce que lorsqu'on parle par exemple de communauté de destin, n'ayons pas peur des mots simples. Je l'ai expliqué tout à l'heure que la Chine a eu un passé agricole. La Chine est là où elle est aujourd'hui. Les pays africains aussi, nous sommes sur le chemin, première chose. Et comment on peut être sur le chemin depuis les années 60? Deuxième chose, mais bien entendu, mais vous pensez que l'histoire d'un pays, d'un continent se fait au hasard? 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance, oui. Mais en 50 ans, quand vous voyez les goulots d'étranglement qu'il y a, ce n'est pas la Chine qui a créé cela. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'aspects. Mon co-débatteur parlait également par rapport à la coopération entre la Chine et l'Afrique. Rien que de près. Non, il y a 3 tableaux. Il y a d'abord les dons. Il y a... Est-ce que l'Afrique donne à la Chine? L'Afrique, d'abord, lorsque vous êtes dans les relations, et notamment dans les relations diplomatiques ou plus globalement dans les relations internationales, il y a beaucoup de choses. Si vous n'avez pas l'argent, vous avez une voix. Et lorsque nous nous retrouvons aux Nations Unies, je vous l'ai dit, pour que la Chine intègre
les Nations Unies et que la Chine retrouve son poste de membre permanent avec droit de veto, l'Afrique y a contribué. Et par rapport à beaucoup de questions internationales, la Chine et l'Afrique s'entendent. Cela dit, je disais tout à l'heure que non, il y a d'abord, par rapport à la coopération entre la Chine et l'Afrique, il y a les dons, il y a les prêts sans intérêt et il y a en troisième position les prêts à taux préférentiel. Et pour parler, par exemple, de ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'au sorti de ce sommet, certainement, on en parlera d'un moment à l'autre, on a parlé de 60 milliards de dollars, comme ce fut le cas il y a 3 ans, en 2015 à Johannesburg. Mais la différence, c'est qu'il y a moins de prêts que d'actions pour accélérer du moins le développement. Et quand vous prenez ce qui est prévu, la cagnotte des 60 milliards, vous voyez qu'il n'y a que 20% prévu pour ce qu'on appelle, les prêts à taux préférentiel. Mais de l'autre côté, vous avez 15% qui concernent les dons et les prêts sans intérêt. Il y a 10%, c'est-à-dire 10 milliards de dollars qui sont prévus également pour l'aide au développement, 5 milliards qui sont prévus au soutien des importations, notamment des produits agricoles de l'Afrique vers la Chine, et 10 milliards maintenant pour les investissements des entreprises chinoises en Afrique. En réalité, quand on sait, par exemple, M. Ribert Adjouvi, reconnaissez-le que aujourd'hui, le continent africain, la Chine dispose de beaucoup de domaines agricoles. Est-ce que ce n'est pas une manière déjà de commencer par préparer les Africains à renvoyer vers la Chine tout ce qui sera cultivé sur le sol africain? Ok, je voudrais vous dire quelque chose. Ne soyons pas naïfs. Les relations internationales, c'est une question d'intérêt, c'est vrai. Donc vous rejoignez maintenant, de leur façon. Pas exactement, c'est-à-dire que... La Chine ne sera jamais sincère avec l'Afrique à ce niveau. Vous pouvez... oui, expliquez-vous. Parce que, voilà. Si je dis que les relations internationales sont une affaire d'intérêt, c'est pour ça qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, quand il a dit quelque chose qu'il n'a pas pu expliquer, et je vais expliquer. C'est-à-dire, il a dit, les Africains ne cherchent pas à voir comment la Chine est arrivée là où elle est. Je dirais que la Chine est arrivée là où elle est, si elle était, au début des années 70, un pays agricole, il a fallu la période des réformes et de l'ouverture. Et cette période des réformes et de l'ouverture, les questions que nous nous posons en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes aujourd'hui, la Chine pouvait, ou les populations chinoises pouvaient se poser cette même question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que les zones côtières de la Chine soient laissées aux puissances occidentales pour qu'elles installent leurs industries pour propulser, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais pendant cette période, pendant près de 30 ans, la Chine a été amenée parce qu'elle a une vision, a été amenée à laisser les puissances occidentales qu'on sait d'ordinaire prédatrices à s'installer au niveau de ses côtes et à utiliser la main-d'œuvre nombreuse chinoise. Mais la Chine savait que lorsque vous êtes en position d'infériorité, pendant un moment donné, l'essentiel c'est que vous ayez un plan, vous ayez une projection et que pendant un moment, vous faites, excusez du peu, ce qu'on peut appeler la courbette pour avoir ce que vous voulez. Et après, aujourd'hui, depuis les années 2000, la Chine, aujourd'hui, s'est appropriée cette technologie et maintenant, la Chine est revenue. Donc, la Chine n'est pas là où elle est aujourd'hui sans qu'à un moment donné, elle accepte un mariage, je dirais, incestueux avec les puissances occidentales. Et la Chine nous dit, parce que ce que moi j'apprécie dans cette coopération, la Chine nous dit, je ne suis pas venu pour vous donner. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce qu'il est important de dire, et c'est ça que je voudrais dire à mon co-débatteur, vous allez voir, les pays africains, pour finir sur ce point, les pays africains ne sont pas tous sur les mêmes pieds d'égalité. Il y a des pays à revenus intermédiaires. Si vous avez un plan directeur par rapport à votre pays, dans les 50 ans, dans les 100 prochaines années, et que la Chine amène ses propositions sur cette base, et surtout que ce n'est pas comme les anciennes puissances coloniales où c'est des propositions
qui vous sont imposées presque et que vous pouvez en discuter. Moi, je pense qu'il n'y a pas possibilité de faire des omelettes sans casser des œufs. Ce serait naïf de penser que nous allons arriver au développement sans avoir l'expertise chinoise. Et j'en finirai en disant tout simplement que quand on prend par exemple 100% de la coopération entre la Chine et l'Afrique, il faut que je vous dise que 40% vont dans le sens de l'électrification, alors que quand vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas propulser votre développement. 30% vont dans le sens des infrastructures. Quand vous n'avez pas les routes, quand vous n'avez pas les infrastructures socio-communautaires, vous ne pouvez pas évoluer. Et c'est les 30% qui restent, qui vont dans le sens que ce soit de la formation, que ce soit du commerce et autres. Donc il faut comprendre que oui, nous sommes en position d'infériorité. Nous voulons propulser le développement et il faut maintenant que nous diversifions nos partenariats et recherchions les voies et moyens pour propulser notre développement. Si nous restons en cercle fermé et que nous ne nous mettons pas ensemble, nous ne pouvons pas aller loin. C'est pour ça que j'apprécie cette expression Chine-Afrique, l'Afrique ensemble. Delors Faton, vous êtes géopolitologue, analyste donc en la matière. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en position d'infériorité, comme Heribert l'a conclu, il faut accepter l'ouverture. Et l'ouverture ici, vous l'avez remarqué, c'est Angela Merkel sur le continent africain, juste au lendemain donc de déplacement de Theresa May, la Britannique. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui veut s'imposer en Afrique. Cette guerre va-t-elle profiter à l'Afrique? Je tiens d'abord à préciser une chose. Personne ne peut être contre les coopérations bilatérales et multilatérales. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Personne ne peut vivre en autarcie. Mais on ne peut pas respecter l'agenda d'un pays. Chaque pays a sa souveraineté, chaque pays doit respecter son agenda. Dites-moi aujourd'hui, quel est l'agenda de l'Afrique par rapport à la Chine? L'Afrique n'a pas un agenda. Tous les pays africains vont, et c'est ce que M. Adjoui vient de dire, chaque pays africain va avec son plan, alors que la Chine, dans tout ce que la Chine fait, ce qu'elle fait est planifié. À aucun moment, au moment où la Chine voulait se développer, elle n'est pas allée vers les Occidentaux pour demander à ceux qui viennent l'aider à se développer. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est le même modèle que les Occidentaux ont utilisé. Les thèmes ont changé. Et on dit que les accords ont changé. C'est le don, la coopération, c'est l'aide au développement et consorts. C'est le même mécanisme que la Chine est en train d'utiliser, mais sous de nouvelles formes. La Chine dit simplement que la coopération, elle est libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous choisissez votre timing et votre plan. Mais la Chine ne peut pas nous proposer le développement de l'Afrique. La Chine est là seulement pour sauvegarder ses intérêts et pérenniser sa puissance. Parce que la Chine ne peut pas nous aider si elle n'a pas d'intérêt derrière. Et quand vous parlez des années 90, ce que la Chine a fait, si c'est les voix à l'ONU, toutes les fois que l'Afrique aussi a besoin d'être élue ou bien de voix à l'ONU, la Chine aussi l'a accompagné. Et sur ce plan diplomatique, les relations sont égales. La Chine nous donne autant que nous leur donnons. Je pense que il fallait quand même élire Kofi Annan comme président, comme secrétaire général de l'ONU. La Chine a soutenu la candidature africaine. Là, c'est une relation à égale. Mais quand on parle aujourd'hui du développement de l'Afrique, quand vous parlez du développement agricole, quel est aujourd'hui le plan de développement agricole du moins du Bénin avant qu'on ne parle de l'Afrique? Le Bénin n'a aucun plan. De 60 à ce jour, nous sommes là à tourner en rond. Nous n'avons rien de potable à proposer avant d'aller dans la coopération avec la Chine. L'Afrique est là à dormir. Et la Chine, je ne reproche rien à la Chine. La Chine est dans sa logique. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, elle a trouvé un terrain fertile. Et si vous regardez la relation, parce que moi je préfère que les pays africains, même si nous savons que les puissances occidentales ont été toujours le bourreau de l'Afrique, je préfère qu'on collabore beaucoup plus avec les puissances occidentales que de collaborer avec la Chine. Parce que la Chine est allée chercher l'expertise chez les Occidentaux. Et nous voulons faire nous voulons chercher l'expertise de sous-main. Parce que la Chine, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, elle continue d'aller chercher l'expertise auprès des pays occidentaux. Et nous préférons aller vers la Chine, alors que nous savons que la vraie expertise se trouve encore aujourd'hui en Chine. Quand la Chine, dans les années 60 et 70, a commencé la révolution culturelle, nous avons commencé quelle révolution en Afrique pour que la Chine nous aide aujourd'hui. On n'a commencé aucune révolution, ni agricole, ni culturelle, ni politique, on n'a commencé aucune révolution, on est là tourné en rond. Et quand je prends aujourd'hui ce que la Chine a fait pour être là, la Chine a fait quoi? La Chine a envoyé les jeunes chinois se faire former dans les grandes universités avec un programme bien défini. La Chine a procédé non seulement à de l'intelligence économique, mais quelquefois à de l'espionnage auprès des pays puissances occidentales. Mais l'Afrique ne fait rien. Aujourd'hui, c'est la Chine qui continue encore de nous donner des bourses pour que nos jeunes soient formés en Chine. Alors que la Chine a donné des bourses à ses enfants pour qu'ils aillent se faire former dans les pays développés pour amener l'expertise chez eux. Mais nous ne faisons rien. Quelles comme de bourses donnons-nous à nos jeunes pour qu'ils aillent en Europe se faire former, ou bien en Chine se faire former pour revenir, suivant un timing bien déterminé, suivant un plan bien déterminé?
On n'a pas de plan pour nos jeunes, on n'a pas de plan pour nos pays, et on pense que parce que la Chine aujourd'hui a une manne financière assez large, quand la Chine parle, tout le monde court et on va aller chercher l'argent. On veut chercher les ressources en Chine pour se développer, alors que nous pouvons mieux faire chez nous pour trouver les ressources qu'il faut. Avant que la Chine nous ouvre ses portes aux Occidentaux, elle a fait d'abord beaucoup de réformes à l'interne qui ont permis à ce que sa population soit prête à accueillir l'implantation de ces industries. Parce qu'au moment où ils sont venus en Chine pour implanter leur industrie occidentale et consort, la Chine avait une main-d'œuvre qualifiée qu'elle a formée. Quelle main-d'œuvre qualifiée avons-nous pour commencer à ouvrir nos portes à la Chine? Et quand on me parle que la Chine veut que les produits agricoles africains viennent en Chine, nous avons quel produit agricole à offrir? Nous avons quelle marge de manœuvre? Nous avons quelle transformation par rapport aux produits agricoles? Et nous savons aussi, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La Chine, sa coopération n'est pas basée sur les droits humains. La Chine fait une coopération à visage déshumanisé. Parce qu'à aucun moment, la Chine ne met dans sa coopération bilatérale avec l'Afrique les droits fondamentaux de l'homme, les droits de la démocratie. La Chine s'en fout. Vous pensez que c'est nécessaire? C'est assez nécessaire. On ne peut pas vouloir faire le développement sans y mettre le capital humain. Mais aujourd'hui, la Chine ne tient pas compte du capital humain. Aujourd'hui, il y a un volet quand même de la coopération qui est prévu pour prendre donc en charge aussi bien la jeunesse que le capital humain. Mais lorsque je vous posais tout à l'heure une question, vous avez suivi l'actualité. Theresa May était sur le continent, elle était donc en Afrique du Sud, au Nigeria entre autres. Angela Merkel a quitté l'Albe en direction le Sénégal. Elle est allée au Ghana. Elle a fait également le tour pratiquement comme l'autre, un peu comme pour lui marquer le pas. Et aujourd'hui, la Chine tente et s'impose davantage sur le continent africain. Je vous répète la question, quelle est la place, quel aujourd'hui l'héritage ou en tout cas le bénéfice de l'Afrique dans ces différentes coopérations? Nous n'avons rien à bénéficier si c'est les autres qui viennent. C'est quand nous-mêmes nous allons avoir des politiques bien définies par rapport à eux. Parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Les Occidentaux ont compris que la Chine veut prendre l'Afrique en otage, ou bien veut prendre l'Afrique pour elle. Et eux aussi se disent, il n'y a pas question qu'on laisse la Chine. Mais des années durant, ils avaient déjà pris en Afrique. Ils ont compris qu'aujourd'hui, la Chine est en puissance et la Chine veut leur arracher les territoires qu'ils avaient. Et il faut qu'ils viennent. C'est que chacun des puissances est dans sa logique. Il faut quand même, parce que l'Afrique reste et demeure, je dirais, l'enfant malade du monde. Mais qui est assez riche, l'enfant malade mais assez riche. Et chacun se dit, mieux vaut lui proposer des solutions, soi-disant pour le guérir, et aller quand même s'accaparer des biens qu'il a. Et qu'elle a du moins, c'est la seule explication possible. Aujourd'hui, l'Allemagne, comme l'Angleterre, ils sont des puissances en difficulté. Et tout le monde se dit que l'Afrique est quand même le réservoir de ressources minières et autres, et a un potentiel, je dirais, un potentiel démographique assez fort, qui sera quand même porteur d'espoir si on a un marché à conquérir aujourd'hui sur le marché africain. Tout le monde veut conquérir le marché africain. Et comme les Chinois sont en train de le conquérir, les autres puissances aussi cherchent à conquérir ce marché africain. Et c'est nous qui sommes là seulement. Nous serons toujours à la traîne. Les autres vont nous prendre comme un marché et nous serons là toujours à les regarder. Alors que nous aussi, nous devons faire tout pour aller conquérir le marché des autres puissances. Et s'il y a défaut de conquérir le marché, faisons quand même quelque chose pour qu'à l'interne, on puisse se réveiller et travailler pour éveiller la conscience, pour développer une main-d'œuvre qualifiée, pour que quand les autres viennent, qu'ils ne soient pas à la traîne, mais que nous soyons aussi au rendez-vous de donner, de recevoir avec chacune des puissances qui viendra en Afrique. Parce qu'ils viendront en Afrique, qu'on ne le veuille pas, mais c'est à nous d'avoir la politique de riposte pour en profiter. Emmanuel Macron l'a dit, le devenir du monde se joue en Afrique. Il a créé un conseil présidentiel pour l'Afrique de façon spécifique. Aujourd'hui, c'est les premiers ministres Theresa May et puis Angela Merkel de l'Allemagne qui se sont déplacés sur le continent. Vous estimez, Ribella Beladovi, que l'Afrique doit s'ouvrir compte tenu donc des enjeux de son développement. Dans cette guerre, quelle est la place de l'Afrique? Mais je voudrais dire que nous ne pouvons pas vivre en vase clos, première chose. Deuxième chose, une fois encore, je voudrais dire que mon co-débatteur mélange beaucoup de choses. Parce que, vous savez, j'ai vu sa position. Et sa position qui n'est pas très claire sur plusieurs points. Au même moment que je sens qu'il veut que l'Afrique propulse son développement, je le vois encore dire, nous préférons la coopération avec l'Occident. Mais qu'est-ce que la coopération avec l'Occident nous a donné? Regardons-nous en face pour nous dire qu'à travers cette colonisation qui se poursuit d'une autre manière, qu'on a l'impression qu'on est tellement libre et que ça fait plus de 50 ans, de façon concrète, quand vous regardez de près, nous n'avons de salut que dans la diversification
de notre partenariat. Et j'ai souri tout à l'heure lorsqu'il a parlé de la Chine qui ne s'intéresse pas aux droits de l'homme, ne s'intéresse pas à la démocratie. Vous savez, les droits de l'homme et la démocratie, ça ne s'applique concernant les Occidentaux que par rapport aux pays qui ne sont pas sur leur ligne de direction. Lorsqu'un pays leur permet de toujours piller ses ressources, on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de droits de l'homme. Et vous mais bien sûr, même quand vous retrouvez au niveau des pays africains, quand vous prenez un pays comme l'Ouganda, quand vous allez au-delà de l'Afrique, quand vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, et je peux multiplier les exemples, vous allez savoir qu'on ne parle pas de droits de l'homme, on ne parle pas de démocratie de la même manière quand on a affaire à un pays récalcitrant, entre griffes, un pays qui veut manifester sa souveraineté, qu'un pays qui est vassalisé. Donc, je suis d'accord pour les droits de l'homme qu'on doit sauvegarder, mais des droits de l'homme pour tout le monde. Nous avons on n'a pas une démocratie, on a des démocraties et les pays ont leurs spécificités. La preuve en est que même en Occident, il y a des royaumes qui existent, même si ce n'est pas comme par le passé, cela répond à leurs spécificités. Et le premier problème que nous avons en Afrique, c'est parce que nous avons une architecture politico-administrative qui ne répond pas à nos réalités et qui sont là pour permettre, imposées par l'Occident. Aujourd'hui, pour s'en sortir, il faut diversifier nos partenariats. Il ne faut pas avoir peur d'aller à cette collaboration, à ce partenariat, à cette coopération. Et il a dit aussi autre chose. Il a parlé d'une expertise de sommet concernant la coopération avec la Chine. Oui. Mais vous savez, lorsqu'il y a eu la réforme et l'ouverture de la Chine, on parle cette année, ça fait 40 ans de réforme et d'ouverture, la quasi-totalité des grandes entreprises occidentales sont partis s'installer en Chine. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, je vais donner un pays parmi 1000, quand vous allez dans un foyer français, c'est à chercher à savoir ce qui n'est pas chinois. Donc quand on dit la Chine aujourd'hui, quand on dit un produit chinois aujourd'hui, en fait, c'est des produits qui sont de l'expertise occidentale. Et vous avez tout. Vous avez tout. Donc je voudrais dire que dans le cadre de cette coopération, il faudrait que nous puissions savoir ce que nous désirons. Et c'est ça qui est important en réalité. Si nous avons un plan directeur, si nous savons que nous devons renforcer nos ensembles sous-régionaux et que nous devons en arriver à une union effective de l'Afrique et que c'est ensemble maintenant que nous faisons face à tous les partenariats que nous avons, nous aurons un autre résultat. Mais je peux vous assurer, pour le moment, vous ne pouvez pas savoir ce qui a changé dans notre coopération, même avec les anciennes puissances occidentales, parce qu'aujourd'hui, nous avons une coopération diversifiée, notamment avec la Chine, et on peut donner d'autres exemples. Mais je souhaite qu'on aille dans les détails encore plus en disant qu'est-ce que nous avons gagné de ce sommet, parce que ça, c'est très important, puisque c'est le thème du débat. Justement, puisqu'on en parle, qu'est-ce que nous avons gagné, surtout quand vous parlez du Bénin, vous avez même écrit un ouvrage à propos de cette coopération Bénin-Chine. Qu'est-ce que votre pays a gagné ? Oui, avant de parler de qu'est-ce que le Bénin a gagné, puisque c'est une coopération entre la Chine et toute l'Afrique, la première chose, c'est concernant la promotion de l'industrie. Vous savez, c'est 60 milliards qui ont été mis dans la cagnotte, et ces 60 milliards sont répartis comme suit: 20% pour les prêts à taux préférentiel, 15% pour les dons et les prêts sans intérêt, 10% pour l'aide au développement, 5% pour aider à ce que les produits, notamment agricoles de l'Afrique, puissent être importés vers la Chine, et sans oublier 10% pour aider les investisseurs chinois, les entreprises chinoises à multiplier leur coopération avec l'Afrique. Après avoir dit cela, je voudrais préciser que au niveau des secteurs qui sont pris en compte, il y a la promotion de l'industrie. Et dans ce cadre, il y aura bientôt un salon économique et commercial qui aura lieu en Chine. Et cela permettra vraiment ce sera une occasion pour réfléchir en profondeur sur comment, dans le secteur
de l'industrie, comment faire en sorte que l'Afrique puisse propulser son industrialisation. Sans oublier, je voudrais préciser que dans ce cadre-là, il y a 50 projets d'assistance agricole qui sont mis en place et bientôt il y aura 500 experts chinois qui viendront sur place au Bénin. Je n'ai pas fini. Je vois que mon co-débatteur a beaucoup parlé tout à l'heure, mais il est pressé de reprendre la parole. Non, il n'a pas beaucoup parlé sur ce point. D'abord, sur le premier point, c'est ça. Il faut qu'il réagisse aussi. Pourquoi la Chine, qui doit accompagner l'Afrique ici, ne reçoit pas plutôt les agronomes africains et la Chine veut envoyer 500 agronomes sur le continent, d'abord à expérimenter, donc en Afrique pour un transfert de compétences. Pour le transfert, est-ce qu'on a besoin d'envoyer? Mais au même moment, chaque année, dans le cadre des formations, comment on appelle, nos ingénieurs agronomes et autres vont en Chine pour se faire former. Ça, nous allons. Mais ici, on parle de transfert de compétences. Nous avons vécu la coopération et les coopérants français dans les pays africains, ils n'ont en définitive rien apporté au développement de l'Afrique. Et quand j'ai entendu parler de 500, j'ai dit, mais on veut encore réinventer le même système avec les coopérants. Parce que quand les coopérants étaient venus en Afrique, ils étaient venus à tout imbu et de leur savoir, alors que l'Afrique a une spécificité que de l'extérieur, vous ne pouvez jamais comprendre. L'expérience des coopérants français n'a rien donné. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir refaire les mêmes erreurs. Mais quand je prends les chiffres que M. Adjovi énumérait tout à l'heure, j'ai compris que lui-même, quand il évoque les chiffres, au premier abord, les chiffres qu'il a évoqués, il les a modifiés après. J'aurais voulu que les chiffres soient assez clairs sur le montant des 160 milliards que la Chine veut accorder à l'Afrique. Ce que je sais est qu'il y a 15% qui sont des prêts à taux préférentiel. Non, qui sont des prêts sans intérêt. Ouais. Le reste est à comptabiliser dans les prêts à taux préférentiel et autres. Et quand on me dit qu'on met 10% pour la coopération entre les entreprises chinoises et les pays africains, alors que c'est 5% pour l'importation des produits africains vers la Chine, je dis, mais le fossé est là, on voit clairement. Le seul problème qui se pose, il ne faut pas que l'Afrique court, il faut que nos dirigeants, à défaut de faire le maximum qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas aller vers les autres si vous n'êtes pas vous-même. Si vous n'avez rien vous-même, vous ne pouvez pas aller vers les autres. Tout ce que la Chine a essayé de faire, c'est simplement une manière pour la Chine de continuer à prendre l'hégémonie en Afrique. Parce que vous voyez, quand on me dit 15% d'intérêt, de prêt sans intérêt, c'est un prêt. Qu'on le veuille ou pas, on le paiera. De dons. Les 15%. De prêt et de dons. Et la dernière fois au sommet, quand les Occidentaux ont interpellé la Chine pour dire, mais vous êtes en train de surendetter l'Afrique. Ouais, un peu de temps. L'Afrique est déjà surendettée. Et les montants augmentent encore. Ils ont dit qu'on va annuler les prêts sans intérêt des pays qui n'auront pas réussi à les payer. Même modèle que les Occidentaux par le passé, avec les prêts où on demande après que les pays qui sont très très endettés, on va annuler leurs prêts. Mais à quoi vouloir citer? Je dis ce que se passe aujourd'hui, c'est l'incapacité de nos dirigeants à proposer quelque chose de substantiel, de consistant pour l'Afrique, qui fait qu'ils sont de courir pour aller vers la Chine. Dites-moi, est-ce que dans les années 60-70, la Chine a-t-elle réuni les puissances occidentales pour parler de son développement? Est-ce que la Chine a fait un sommet Chine-Europe pour qu'on discute de son développement? Jamais, il n'y a pas eu question. La Chine s'est repliée sur elle-même, elle s'est enfermée, elle a trouvé un mécanisme de développement interne, et c'est quand elle a fini de s'enfermer, de trouver le mécanisme interne de développement, des politiques et des réformes, qu'elle a commencé par s'ouvrir. Mais à aucun moment l'Afrique n'a fait le repli sur lui-même. L'Afrique ne sait pas sur elle-même du Ouest, l'Afrique ne sait pas enfermer à un moment donné pour définir son cadrage structurel de développement. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on veut que la Chine vienne nous apporter l'expertise, nous apporter le développement, alors que la Chine n'a pas suivi ce chemin. Je dis simplement, il faut que l'Afrique trouve elle-même le mécanisme qu'il faut pour trouver la solution. La solution ne viendra pas de la Chine, jamais. La Chine ne nous donnera pas la solution. La Chine permettra peut-être à ce que nous puissions comprendre le processus. La Chine permettra peut-être à ce que les relations avec les autres puissances changent. Je suis d'accord qu'elle peut changer parce que quand les autres puissances voient que la Chine est en train de vouloir prendre l'Afrique, ils sont obligés d'infléchir leur position. Mais je dis, la Chine est allée vers les Occidentaux pour avoir l'expertise, vous l'avez dit. Si elle est allée vers les Occidentaux pour avoir l'expertise, nous aussi, nous avons ceux qui ont l'expertise là. Allons vers eux, mais en prenant le soin de briser les relations coloniales qui continuent et néocoloniales qui continuent, parce que les relations continuent. Mais nous avons la capacité de trouver les moyens qu'il faut pour briser ces relations, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'offres. Et dans ces offres, il faut que nous-mêmes nous y allons en tant qu'État, en tant que peuple souverain, non en tant que des mendiants
éternel parce que la Chine est en train de réinventer le même mécanisme par lequel les Occidentaux nous ont colonisés. Et aujourd'hui, la Chine change seulement de thème, de méthode. Mais vous allez voir, quand vous prenez les entreprises chinoises, regardez ce qu'ils font en Afrique, du moins au Bénin. La dernière fois, par rapport à l'entreprise qui fait de l'alcool à Savalou, bien à Logosokhé, on a ce qui est passé. Durant des années, on l'a intimé de changer de méthode. Mais il ne l'a pas fait. Il a fallu dernièrement qu'il y ait le lever de bouclier avant que l'entreprise chinoise ne se plie. Et c'est pareil dans toute l'Afrique. Et quand vous voyez comment les Chinois construisent, quand on fait la coopération pour construire les infrastructures, elles apportent l'expertise complètement de la Chine, alors que nous avons ici une main-d'œuvre, nous avons une jeunesse désœuvrée. L'Europe n'a pas fait ça. L'Europe a importé en Chine les industries, mais a pris la main-d'œuvre locale chinoise. Mais la Chine importe sa compétence avec sa main-d'œuvre et nous sommes là à observer et on applaudit. Je pense qu'il faut qu'on revoie la méthode. Je ne fais pas d'amalgame, mais la position est assez claire. Je dis l'Afrique doit trouver elle-même le mécanisme interne. Elle doit en même temps chercher à parfaire la coopération avec les autres pays, mais en ayant la tête sur les épaules et ne pas croire qu'un pays, quel qu'il soit la Chine ou les Occidentaux, sont là pour nous servir, ils sont là pour l'intérêt, rien que leur intérêt. Heribert Labella-Djouvi, vous vouliez ajouter entre-temps un aspect au premier point de cette coopération qui est d'accompagner l'agriculture dans 50 projets structurants comme vous l'avez énuméré et 500 agronomes chinois expérimentés qui vont venir en Afrique pour un transfert de compétences. Non, mais vous savez que au cours de ce sommet, notamment le lundi 3 septembre 2018, le président chinois Xi Jinping a annoncé oui initiatives pour accompagner le développement de l'Afrique. Je voudrais préciser rapidement que par rapport aux chiffres, j'ai été très clair. J'ai donné les pourcentages qu'il faut. Ça, c'est une précision. Pour en revenir aux oui initiatives, en dehors de la promotion industrielle dont je viens de parler il y a un instant, il y a également la connexion des infrastructures. Et contrairement à ce que mon co-débatteur disait, dans ce cadre de la connexion des infrastructures, la Chine estime qu'il faudrait que ce soit un travail qui soit fait ensemble avec l'Union africaine et non les pays pris individuellement, puisque l'Afrique a un agenda à l'horizon 2063. Et donc, la connectivité des infrastructures se fera avec l'Union africaine. Cela est très important à souligner. Il faudra dire que également, toujours dans ce cadre-là, il y a la facilitation du commerce que nous connaissons. Et dans ce cadre, il y aura bientôt également une foire internationale des importations en Chine. Et la Chine a prévu également, et je l'ai dit tout à l'heure, que dans le cadre des importations de produits africains, 5 milliards de dollars, c'est rien, mais c'est beaucoup lorsqu'il s'agit des autres qui décident de vous aider. Qu'est-ce que si vous avez les produits? Ça y est, le premier problème qui se pose à ce niveau, c'est que vous diversifiez votre production agricole. Et comme mon co-débatteur parlait, j'avais envie à un moment donné de pleurer. Parce qu'un pays comme le Bénin, avec son discours d'orientation de 1974, était, selon les Nations Unies, le seul pays qui pouvait, à l'horizon 2000, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous savons ce que nous en avons fait, ce programme d'orientation nationale. Sinon, en matière agricole, le Bénin aurait été très loin. Et on peut multiplier les exemples sur le continent. J'ai dit, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a des pays qui ont fait un certain nombre de progrès, même s'il y a des goulots d'étranglement. Je vais continuer. En dehors de ça, il est prévu également 50 projets dans le domaine de l'écologie, tout cela, parce que l'industrie, oui, mais il faut aujourd'hui travailler à ce que nous ayons des conditions climatiques qui soient à même de ne pas nous tuer en fin de compte. Maintenant, au niveau des compétences, de renforcement des compétences, 50 000 bourses d'études d'État chinois, et d'études d'État chinois. Et il y a également 50 000 bourses d'études d'État chinois. Il y a également 50 000 bourses de formation pour les Africains dans divers secteurs d'activité. Et donc, tout cela pour aider l'Afrique à renforcer ses capacités en matière de connaissances et à permettre à ce que nos étudiants aillent
se fait former là-bas. Et je parlais tout à l'heure de 500 experts qui doivent venir et mon co-débatteur estimait que c'était trop. N'oubliez pas qu'il y a au moins 50 États et que les 500, c'est à peine 10 par pays pour aider. Nous avons un centre pilote agricole à Semekoudi pour permettre à ce que l'agriculture à l'interne puisse être renforcée. Donc cela est très important. Et dans le domaine de la santé également, il y a 50 projets qui sont prévus pour renforcer l'aide médicale chinoise à l'Afrique. Donc cela est très important. Maintenant, je voudrais très très rapidement revenir au Bénin, puisque vous avez posé la question. Non, on ne va pas, le temps imparti donc à cette émission tire bientôt vers sa fin. Au niveau des initiatives également, la Chine prévoit un fonds pour la sécurité. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de quadriller davantage le continent? Vous savez, la Chine veut développer sa géopolitique sécuritaire dans le monde. Les États-Unis avaient les bases militaires un peu partout. Et la Chine aussi veut avoir des bases militaires un peu partout. C'est un dispositif de sécurité parce que plus vous avez des bases militaires, plus vous avez un déploiement sécuritaire dans le monde, plus vous êtes fort. Et tout ce que la Chine fait est bien orienté. Parce que quand on parle des infrastructures, je voudrais un peu deux choses. L'AGOA a apporté quoi à l'Afrique depuis que les États-Unis ont initié l'AGOA avec des milliards? Ils ont voulu que les produits africains viennent sur le marché américain, mais depuis que l'AGOA est là, dites-nous qu'est-ce que l'AGOA a apporté de manière substantielle pour le développement de l'Afrique? Rien. Parce que même au moment où les gens vous disent ils facilitent, ils inondent votre pays avec des produits et ils savent que vous ne pouvez jamais résister à la concurrence. On vous demande que vous ouvrez le marché et ils savent que vous n'êtes pas capable parce que vu votre niveau de développement et d'industrialisation, vous n'êtes pas capable. Et au même moment, on vous inonde, vous n'êtes pas parler. Au niveau sécuritaire, le débat sécuritaire a été plusieurs fois fait. Il faut que l'Afrique trouve un moyen ensemble pour trouver un mécanisme sécuritaire ensemble. Aucun pays africain ne peut assurer sa sécurité. Nous ne sommes pas capables. Le Bénin n'est rien à côté de la mémoire sécuritaire, du moins par exemple de la Turquie ou bien de ces pays de l'Europe de l'Est. Et que pour la sécurité, il faut qu'au niveau continental, on trouve nous-mêmes le mécanisme qu'il faut pour assurer la sécurité. Notre sécurité ne peut jamais être assurée par les autres. Par les autres, ils n'ont que leurs intérêts. Ils cherchent chacun d'eux à se faire peur et à construire leur puissance. Les Russes l'ont fait, les Français l'ont fait, les Américains l'ont fait, la Chine de vouloir assurer la sécurité africaine. Partout la sécurité africaine est assurée, c'est là où il y a plus d'insécurité. L'aide militaire sans exigence de contrepartie nationale, l'instauration d'un forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité, la mise en œuvre de 50 projets en matière d'aide militaire. C'est autant de choses également prévues dans les 8 initiatives que vous avez énumérées. Qu'est-ce que la Chine a derrière la tête en faisant ça? Non, c'est très clair. Il s'agit, lorsque la Chine décide par rapport à l'existant, parce que nous avons quand même un passé, et de nous aider dans un partenariat gagnant-gagnant à construire les routes, construire les infrastructures socio-communautaires, à nous aider dans le domaine de l'industrie. Lorsque vous êtes en train de propulser votre développement, si vous ne protégez pas ce développement, vous ne pouvez pas aller loin. Et il y a une volonté claire de la part des puissances occidentales à ce que nous demeurions dans la position initiale. Je ne veux pas dire que notre bien se fera, c'est-à-dire c'est la Chine qui viendra faire notre bien à la place. Et d'ailleurs, la Chine a toujours dit qu'elle veut aider l'Afrique à ce que l'Afrique retrouve son chemin. Donc si l'Afrique elle-même ne veut pas retrouver son chemin, n'accusez pas la Chine. Et je crois que mon co-débatteur n'a pas accusé la Chine dans ce sens-là. Et donc, par rapport à ce que la Chine nous propose, oui, vous avez vu dans des pays où la Russie, la Chine et d'autres pays ont commencé à bomber le torse. On a vu, on a parlé tout le temps de missions des Nations Unies, mais qui n'ont jamais réglé de problème. Vous constatez qu'en réalité, on crée ce qu'on appelle en géopolitique le chaos contrôlé, qui permet de continuer à sécuriser une certaine zone, mais c'est pour permettre à ce que vos ressources soient toujours pillées. Donc aujourd'hui, avec des pays comme la Chine, on peut parler de la Russie, ça permet, plus vous avez de possibilités on va sortir d'ici 1 minute de cette émission. Est-ce que vous êtes en train de voir une nouvelle colonisation de l'Afrique par la Chine? Non, je pense que nous sommes aujourd'hui, actuellement, l'Afrique n'est plus comme avant. On a beau vouloir nous décimer, l'Afrique a une population nombreuse, nous sommes plus de milliards aujourd'hui.
aujourd'hui, nous avons une classe intellectuelle qui peut réfléchir. Nous pouvons faire de la géostratégie. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que par rapport à la coopération sino-africaine, que l'Afrique ensemble peut aller vers une meilleure alternative. La seule chose que j'ai regrettée dans ce troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, c'est que le prochain sommet aura lieu à Dakar. J'aurais aimé que ça ait lieu au Bénin, vu l'histoire du Bénin dans cette coopération avec l'Afrique. Delors Faton, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une nouvelle recolonisation? Je pense que l'Afrique veut se faire coloniser par la Chine et non le contraire. La Chine est en train de vouloir respecter un agenda. Mais les Africains, par manque d'initiative, par manque de volonté politique, par manque de politique structurelle, est en train de vouloir elle-même se faire coloniser par l'Afrique. Et si on ne prend garde d'ici quelques années, nous allons constater le désastre et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que la Chine est en train de vouloir se développer et aucun développement ne se fait sans qu'on cherche à coloniser les autres. La Chine ne veut pas nous coloniser, c'est nous-mêmes qui voulons nous faire coloniser par la Chine. Mais nous avons l'agenda 2063 quand même. Merci donc à vous, Élisée Heribert Abel Dovi, journaliste internationaliste, écrivain. Delors Faton également, Laurent, analyste géopolitique. Merci donc de vos éclairages sur cette rencontre entre la Chine et l'Afrique. Nous ne sommes pas dans une phase de recolonisation, c'est une phase d'ouverture pour le développement. Mais attention, les Africains, s'ils n'élaborent pas leur propre agenda, ils risquent de se voir coloniser à nouveau. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était notre émission Ici et ailleurs sur Sika. Nous nous retrouvons donc bientôt sur un autre thème, toujours concernant le développement de l'Afrique. Le débat reste ouvert. À chacun et à tous, merci pour vos contributions.